François, ça va être à toi. On va passer à la deuxième intervention de cette session. On va passer côté pathogène avec le mildiou et notamment le cycle sexué. Donc François Delmotte, directeur de recherche INRAE, directeur de l'unité SAV, c'est à toi. Bonjour à tous. Ah, j'ai appuyé un mauvais bouton. Oui, bonjour à tous, donc merci. Là, moi, ce que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, c'est en fait le fruit d'une démarche et d'une réflexion qu'on a actuellement à Bordeaux au sein de l'Institut des sciences de la vigne et du vin, et en particulier à Save, autour de des méthodes de prévention en fait des épidémies. Comme tout le monde le sait ici, c'est effectivement le mildiou et l'oïdium qui génèrent la majeure partie des traitements actuellement, et donc on a ciblé le mildiou pour, attaquer ce problème. Et je vais commencer mon exposé d'ailleurs en remerciant mes collègues, voilà, ceux qui ont contribué à cette et qui contribue toujours à ce projet. Donc la démarche et la réflexion a débouché actuellement sur des projets et notamment des axes de recherche financés par Ecophyto et le PPR. Alors le mildiou, qu'est-ce que c'est? Le mildiou, c'est une algue. Je vous ai remis ici un petit arbre de la vie où on a représenté que les eucaryotes. Hein. On a éliminé les bactéries. Vous voyez en vert. Alors, sur votre gauche, ce sont les plantes terrestres. En bas, les opisthocondtes, les animaux. Et les fongies, donc les champignons phytopathogènes en font partie. Et à l'autre bout de l'arbre, vous voyez les straménopiles, qui sont un groupe d'algues brunes, et parmi lesquels on trouve les zoomycètes, qui sont principalement des parasites, mais pas que. Ils ont perdu, en fait, secondairement, la capacité à faire de la photosynthèse. Vous voyez ici, je l'ai mis en orange. Et les zoomycètes, en fait, sont souvent des parasites et des biotrophes. Voilà. Et pour le mildiou, c'est un biotrophe obligatoire qui a été décrit pour la première fois aux États-Unis sur Vitis estivalis au XIXe siècle. Voilà en gros. Donc leur famille, c'est les algues brunes et les diatomées. Le cycle du mildiou, c'est pas très compliqué, c'est un cycle assez classique chez les protistes, on pourrait dire, qui alterne reproduction sexuée et asexuée. Donc la reproduction sexuée, ça marche là, ouais, est en bleu sur mon schéma, asexuée en rouge. On alterne donc une reproduction asexuée en saison avec plusieurs cycles. On pourrait penser une dizaine peut-être selon les épidémies, hein, c'est très variable d'une année à l'autre. Et puis un cycle sexué qui n'a lieu qu'une seule fois par an. Voilà. Alors, la réflexion était la suivante. L'idée, c'était de savoir si on ne pouvait pas, à l'instar de ce qui se fait d'ailleurs pour lutter contre d'autres pathogènes, s'attaquer cette fois-ci non pas à des méthodes curatives qui ont lieu en saison, donc pendant la phase de reproduction asexuée, mais bien de cibler la phase sexuée pour essayer de gérer mieux ce pathogène. Donc pourquoi la phase sexuée? Parce que la phase sexuée, c'est un moment clé où le pathogène est capable de recombiner notamment, et donc de faciliter la diffusion des innovations et notamment des adaptations dans les populations. Donc cibler la phase sexuée, c'est probablement limiter son taux de recombinaison et donc sa capacité à s'adapter à son environnement. C'est également diminuer la taille des populations. Ça permet aussi, on peut l'espérer, de diminuer l'inoculum primaire qui génère les épidémies, de diminuer l'intensité des épidémies en saison et donc de mettre en pratique finalement des leviers à effet partiel tels que le biocontrôle. En tout cas, on pourrait l'espérer. Enfin, et donc ça ouvre des perspectives intéressantes pour la gestion des épidémies en saison. Et enfin, on pourrait dire que lutter pendant la phase sexuée du mildiou, c'est-à-dire de l'automne jusqu'au printemps, ben, c'est un moment où on a peut-être un peu de temps à consacrer à la lutte contre les pathogènes que d'ordinaire on ne fait pas. Alors je vous ai mis quelques images pour vous montrer à quoi ça ressemble, le mildiou à l'automne. Donc vous voyez des feuilles complètement attaquées par le parasite, ça n'a l'air de rien, mais en réalité, à l'intérieur de cette feuille mildiouisée, on appelle ça le mildiou mosaïque, vous avez des milliers, voire des centaines de milliers d'œufs, on ne sait pas trop, hein, on ne sait pas trop le mesurer. Et ça, c'est sur une feuille. Voilà. Et vous avez une parcelle, notamment en haut
des repousses de feuilles qui sont complètement, souvent en fin de saison, infectées par le mildiou. Voilà un plan, c'est juste une photographie avec un éclairage particulier. Vous voyez bien les mosaïques. Et à l'intérieur de ces mosaïques, vous avez en fait des œufs, là où vous les avez au microscope. Ce sont les petites boules translucides que vous voyez dans la feuille verte. Et je vous ai mis un schéma d'un traité de pathologie végétale qui montre très bien ces structures sur un dessin. Vous voyez, et c'est difficile aujourd'hui de savoir combien il y a d'œufs dans une feuille, par exemple. Et c'est pourtant bien ces œufs. Alors là, je vous ai mis d'autres colorations qui ont été faites par Isabelle avec de la microscopie. Vous voyez bien les structures qui ont toute une physiologie de maturation, etc. Voilà. Ici, vous avez la germination d'une oospore qu'on peut obtenir en laboratoire. Si on isole ces oospores, on peut les faire germer dans certaines conditions. Vous voyez le sac de sporange qui contient à l'intérieur les zoospores, donc entre 4 et 8 zoospores dans un sac de sporange. C'est ce qu'on appelle le macrosporosis qui va générer donc les contaminations primaires de début de saison. Vous voyez, d'autres, voilà, la même chose tirée du même traité de pathologie végétale. Alors, le mildiou, c'est une espèce hétérothallique, on le sait depuis maintenant près de 20 ans. Ça veut dire qu'en fait, il faut 2 souches de thalles différents, donc de mating type différents, pour pouvoir produire un accouplement et donc une descendance. Donc, comment ça marche? Ça marche probablement comme chez le mildiou de la pomme de terre. Ici, le Phytophthora infestans. Je vous ai mis un schéma tiré d'un article de 2012. Paru dans une très grande revue, car ces auteurs ont réussi à décrire en fait le cycle hormonal de communication entre les souches qui conduit à la production de la reproduction sexuée. Alors en fait, à partir du phytole de la plante, le mildiou est capable de fabriquer une hormone qu'il envoie dans l'environnement pour alerter en fait finalement ses compatriotes, ses partenaires, qu'il est disponible pour un accouplement. Alors ça se fait dans des conditions qu'on ne comprend pas très bien, d'induction finalement de la phase sexuée qui ont lieu à l'automne. On peut imaginer toutes sortes de stimuli environnementaux qui conduisent à cette finalement émission d'hormones dans le milieu. Et puis le partenaire capte cette hormone, il la modifie finalement et la relargue à nouveau dans l'environnement. Elle est à nouveau captée par un récepteur de la souche et ça induit en fait la formation d'anthéridies et d'oogones qui vont ensuite voilà, qui vont... Allô? Excusez-moi, j'avais l'impression de ne pas m'entendre. Oui, c'est bon. Qui vont pouvoir s'accoupler, en fait. Voilà. Donc, en fait, ce sont des êtres hermaphrodites, mais c'est bien la femelle qui s'accouple avec le mâle de l'autre et inversement. Donc, on parle d'hétérotalisme. Voilà. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'en fait, on sait depuis un certain nombre d'années maintenant que les oospores, donc issus de la reproduction sexuée, jouent un rôle très important dans l'épidémiologie du mildiou au printemps. Et je vais vous montrer pourquoi. Alors, on a des données génétiques là-dessus. Alors, je vous présente des données qui sont issues des travaux qui ont été faits à Bordeaux, mais alors d'ailleurs sur des parcelles de Champagne également et du Bordelais. Vous voyez, ici, on avait 4 sites, on avait plusieurs dates, on a échantillonné près de 874 isolats et on les a génotypés avec des microsatellites pour faire des fingerprints. Et qu'est-ce qu'on observe dans ces parcelles? On observe en fait une prépondérance. Alors ici, ce sont des données... toutes dates confondues, donc sur 2 parcelles de la Champagne et du Bordelais, on voit une prépondérance finalement des génotypes uniques issus de cette reproduction sexuée. Ça veut dire qu'en fait, les épidémies, quand elles ont lieu, elles sont vraiment à la source produites par cet inoculum primaire. Mais on voit également quelques génotypes répétés, et notamment des génotypes fortement répétés, donc fortement clonaux, qui apparaissent dans les parcelles. Ce sont les génotypes qui sont en brun foncé ou en noir, selon ce que vous regardez. Vous voyez, donc là, dans la légende, c'est le nombre de fois on retrouve le génotype dans la parcelle. D'autres données obtenues par les Suisses de Zurich, de l'ETH Zurich à l'époque. Ça, c'était un peu le même type d'approche qui avait été d'ailleurs initié par cette équipe à l'époque, par Cesare Gessler. Vous voyez, donc là, ils ont produit des données dans cet article en 2005 maintenant, ça commence à dater, dans tout un tas de parcelles de la Suisse, de l'Italie, de l'Allemagne et de la France, en collaboration avec Marc Reynal, ici présent. Et pour le faire très simple, pour le dire très simplement, j'ai mis en rouge toutes les parcelles où la reproduction sexuée est finalement prépondérante dans les épidémies, et celles qui sont en vert sont plutôt des épidémies dites clonales en saison.
Donc vous voyez que la proportion est plutôt de 70-30, donc 2 tiers, 1 tiers, on pourrait dire, si on fait des statistiques sur un si faible nombre de parcelles. Mais voilà, ça me souligne bien l'importance de cette phase du cycle dans les épidémies qu'on observe. Et ici, je vous ai mis des données qu'on a produites également. Là, c'est des données sur la parcelle de Blanquefort, je crois, où on voit bien la dispersion d'un clone, parce qu'on a également étudié donc, cette clonalité à l'intérieur des populations. On voit la dispersion finalement à très faible échelle de la plus grande partie des propagules d'un clone. Voilà, qui montre bien qu'en fait, finalement, ce n'est pas un clone qui fait une épidémie dans une parcelle, mais de multiples individus. Voilà, alors ces idées, elles ne datent pas d'aujourd'hui, elles avaient déjà été mentionnées, là je vous ai mis, là, finalement, c'est la dernière phrase de l'article de Rumbu en 2006 qui dit, écoutez, peut-être que si on faisait quelque chose pour contrôler les épidémies en fin de saison, et notamment au moment où les oospores sont produits sur les feuilles, eh bien, on réduirait le risque épidémique et notamment l'intensité des épidémies l'année suivante. Donc voilà, nous ne faisons que reprendre en fait cette idée et la développer aujourd'hui à travers le projet du PPR Vitae notamment. Pourquoi? Alors, donc une des pistes qu'on a et qu'on va envisager, c'est celle en fait de l'identification des hormones. Pourquoi? Parce qu'on a identifié récemment donc, le locus du mating type. Donc c'est la première fois qu'on décrit le locus du mating type chez Anomycete. Donc ça a été publié il y a 2 ans maintenant. Et on a trouvé donc une quarantaine de gènes qui pourraient être impliqués dans cette reproduction sexuée, notamment un gros récepteur hormonal qui pourrait, à mon avis, être un très bon candidat à étudier. Et donc on sait maintenant comment fonctionne ce locus du point de vue génétique. On a décrit un système avec 2 allèles. Donc voilà, que je vous ai mis ici, très simple, donc diallélique, avec des souches dites P1 qui sont finalement homozygotes et des souches P2 qui sont toutes hétérozygotes et qui déterminent donc l'hétérotalisme chez le mildiou de la vigne. Et donc la phase qu'on voudrait lancer maintenant avec le PPR, c'est celle de l'identification de ces hormones pour être capable d'abord de les détecter, de les séquencer, de les manipuler et de manipuler donc le mildiou dans sa phase sexuée. Voilà. Donc c'est un projet un peu ambitieux qu'on pourrait taguer biocontrôle finalement. Est-ce qu'on est capable en fait de créer une confusion sexuelle chez le mildiou, à l'instar de ce qui se fait par exemple pour les lépidoptères. Un autre axe qui est actuellement développé dans le cadre d'un projet éco-phyto, c'est celui de la régulation ou de la suppression de l'inoculum primaire par simple défoliation de la vigne. Donc l'idée, ça serait de retirer les feuilles de la parcelle pour retirer finalement les œufs qui conduisent à la production de l'inoculum et donc de l'épidémie de l'année suivante. Donc suppression de l'inoculum, on pourrait imaginer composter ensuite ces feuilles et de manière à tuer le mildiou qui s'y trouve par une augmentation de la température notamment, et puis restituer cette matière organique en saison pour ne pas que la parcelle perde cette matière organique. Et enfin, donc le projet vise à essayer de mettre au point ces techniques et à observer la réduction de l'inoculum primaire dans le sol qui pourrait s'ensuivre. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans le cadre de ce premier projet, qui aura des développements importants, je pense, dans les prochaines années? Eh bien, on s'interroge sur la concentration des oospores, sur leur répartition dans le sol, où se trouve cet inoculum exactement, à quelle profondeur, quelle quantité, est-ce qu'on peut le détecter par des méthodes de PCR, par exemple? Qu'est-ce qu'il faudrait pour arriver à qualifier un sol viticole en termes d'inoculum primaire? Est-ce qu'il est limitant? Est-ce qu'il n'est pas limitant? Quel échantillonnage on fait? Voilà, toutes ces questions en fait, de connaissances pures qui pourraient déboucher finalement sur des choses assez finalisées, je pense. Et enfin, on va s'intéresser à l'impact de la défoliation également sur la physiologie pour voir si ça pénalise ou pas la mise en réserve dans les ceps qui a lieu en fin de saison, la qualité de la récolte. Et évidemment, regarder l'impact de ces méthodes de prophylaxie sur les dynamiques épidémiques au printemps. Voilà, en gros, ça, c'est toutes sortes de choses qui vont être faites, qui ont été initiées dans le cadre de ce projet Ecophyto et qui risquent d'être prolongées par une chaire de l'ISVV et également amplifiées par le PPR. Voilà, enfin, peut-être pour
Pour lutter contre les dernières phases du cycle sexué, hein, que j'ai oublié de détailler, mais je vous ai mis ici, c'est très schématique, la rencontre. Donc la rencontre, c'était l'idée de perturber les hormones, la formation des oospores dans le sol, leur stockage, non, dans les feuilles, pardon, et leur stockage dans le sol, et enfin la germination de ces oospores au printemps. Et là, une des pistes qu'on envisage, notamment en lien avec Corinne Vacher, qui va présenter derrière un travail sur le microbiote, ce serait de regarder s'il n'existe pas des antagonistes possibles qu'on pourrait mobiliser ou favoriser dans le sol et qui viendraient perturber la germination notamment des oospores. Mais ça, ce sont des questions complètement voilà, sur lesquelles on avance en aveugle. On n'a aucune idée de ce qui peut se passer. Mais je vous remercie pour votre attention. Beaune, à vous la main pour les questions. Je crois qu'on va commencer à Beaune, oui. Est-ce qu'on a des questions dans le public à Beaune? Il y a une main qui se lève effectivement. Quelle est la durée de viabilité des oospores dans le sol? Alors ça, c'est une question... alors, il y a des éléments de réponse dans la littérature. On estime que le mildiou, les oospores de mildiou peuvent se maintenir plusieurs années dans le sol. En revanche, ce qu'on ne mesure pas bien, c'est exactement le taux de germination d'une génération au cours de ces années, quoi. Vous voyez, ce sont des expérimentations qui sont très complexes à imaginer et à réaliser si on voulait les faire correctement. Et je pense qu'aujourd'hui, personne n'a vraiment de réponse quantitative. Mais on sait, et c'est d'ailleurs le cas pour pas mal d'espèces d'oomycètes, que ce n'est pas d'une année sur l'autre, mais sur plusieurs années probablement. Donc ça prendra du temps d'épuiser une parcelle de son inoculum, c'est certain. On a une deuxième question. Qui est un peu complémentaire à la première, du coup, mais est-ce qu'au laboratoire, on a des résultats quant à la dégradabilité de ces inoculums avec le compost? Merci. Mais exactement, on travaille là-dessus actuellement, donc peut-être Marc ou Laurent voulez répondre. Marc? Ouais. Oui, donc Marc Rénal. Non, on démarre juste les expérimentations sur ce sujet-là et on n'a pas d'éléments de réponse pour l'instant. On veut vérifier à la fois effectivement les effets de la température et puis les effets de la dégradation par les micro-organismes, quoi. Mais voilà, rendez-vous dans quelques années pour avoir les premiers résultats. Ce qui est certain, c'est qu'on arrive maintenant donc à croiser les souches. Alors, c'est des choses que les gens faisaient, un petit peu les Allemands, voilà. C'est pas quand même des choses courantes. Donc, on est capable de croiser les souches, d'identifier les mating time, de produire des descendants, d'isoler ces descendants, de les propager, etc. Donc, on arrive à faire toutes ces étapes. Et donc, on est en train seulement de mettre en place les systèmes expérimentaux pour tester voilà, ce genre de questions, quoi. On a le temps pour une dernière question à Beaune, je pense. Est-ce que oui, il y en a une au fond. Laurent Poplard, Soufflet Vigne. Est-ce que le développement de la couverture des sols par l'enherbement notamment est une voie pour limiter les contaminations primaires en début de saison selon vous? Ouais, c'est une bonne question. Je sais pas. Je pense qu'on a zéro élément là-dessus. Ouais, couverture oui, enherbement, quoi. Bon, je repasse la parole à Marc qui a fait plus de... Mais bon, c'est vrai que c'est vraiment les questions qui nous intéressent. Non, si c'était une solution suffisante, ça se saurait. Voilà, les parcelles enherbées ne suffisent pas à contrôler la germination du mildiou. Voilà. Par contre, savoir si ça a un impact dans un sens ou dans un autre, on ne le sait pas non plus, effectivement. Oui, effectivement, ça peut éventuellement, en fonction de l'itinéraire climatique, ça pourrait avoir un impact positif ou négatif. Pour l'instant, on ne le sait pas du tout. Ça fait partie des questions. Enfin, comme on commence à s'intéresser à cette phase sexuée, ça fait partie des questions qu'il va falloir essayer de résoudre. Tout à fait. Voilà. Merci. Je pense qu'on peut passer la parole à Montpellier. Pardon, Michel de Signac. Ça met du temps à me ressortir, mais je m'interrogeais, le moment de l'effeuillage pour supprimer l'inoculum, vous avez déjà des idées du moment? Est-ce que c'est juste au moment de la récolte, un peu plus tard, un peu plus tôt?
Oui, ça fait l'objet justement du travail. C'est qu'on essaye de regarder quel est le moment de l'effeuillage qui permet d'éliminer les feuilles et qui permet d'avoir l'impact le plus faible sur la physiologie de la vigne. Donc effectivement, le projet. Alors, il y a déjà des données dans la littérature qui montrent qu'un effeuillage trop précoce, ça a des impacts, donc on le sait. Donc on essaye de retarder le plus possible cette défoliation. Et donc on compare plusieurs dates de défoliation pour voir l'effet que ça a sur le retrait de l'inoculum et l'effet que ça a sur la physiologie de la plante et voir quelle méthode on peut adopter de retrait tout d'un coup ou séquentiellement, etc. Donc ça fait partie du projet. Donc comme dirait Marc, rendez-vous dans quelques temps pour avoir quelques résultats. Oui, on retire les feuilles avant leur chute, on ne les retire pas au sol. Oui, c'est ça l'idée, sur le palissage. On a une deuxième question à Montpellier, si vous voulez bien. Et de manière pratique, cette défoliation, est-ce qu'elle doit être faite à la main ou est-ce qu'il y a des machines qui pourraient exister pour battre la vigne et que les feuilles tombent d'elles-mêmes? Alors le projet Ecophyto comprend un volet sur cet aspect machinerie. Pourquoi? Parce qu'en fait, un des écueils probablement de la mise en œuvre de ce type d'innovation, on pourrait dire, vient justement du fait que ce n'est pas faisable manuellement. On l'a donc encore réalisé cette année à la main et je crois que il faut 20 personnes sur une petite parcelle de 10 rangs. Donc on construit actuellement en lien avec un entrepreneur une machine spécialement dédiée à cette tâche. D'ailleurs, c'est une condition nécessaire pour la suite du projet. C'est-à-dire qu'en fait, si on ne peut pas retirer les feuilles, on ne peut pas tester nos hypothèses. En arboriculture, on réduit de beaucoup l'inoculum de tavelure en simplement broyant les feuilles à l'automne. Est-ce qu'il n'y a pas des choses semblables à faire? Oui, c'est une piste. Je ne sais pas, le broyat. Et alors ensuite, qu'est-ce que vous faites? Parce qu'il me semble qu'il y a un enfouissement de ces broyats qui sont faits, non? Vous parlez du pommier, là. Il faut arriver à une taille de fragment qui est suffisante pour être dégradé pendant l'hiver et ensuite il n'y a plus d'inoculum. Ouais. C'est probablement à tester, j'en sais rien du tout. Moi, je pense que les hauts spores sont assez résistants à tout. Je me méfierais beaucoup plus. Je pense que les formes de conservation des champignons ne sont pas les mêmes que celles des straménopiles, en l'occurrence, et c'est à tester, quoi. Mais c'est une piste qui simplifierait les choses, évidemment. On est parti sur l'idée d'un compostage. On passe à Bordeaux pour les questions? Ou vous aviez encore une question à Montpellier? Non, je pense que c'est bon. Bon. Oui, juste une question. Je ne sais pas si dans les travaux Faut se présenter. Agnès Calonec de SAV, INRAE, si ça avait été montré, s'il y avait une relation entre la monoclonalité de l'épidémie et sa dangerosité ou en termes de dégâts. Est-ce qu'une épidémie issue d'ascospores et de nombreux foyers primaires est plus ou moins dangereuse qu'une épidémie monoclonale? Alors, je pense qu'il n'y a pas de données d'envergure sur cette question. Parce qu'il faut faire à la fois l'épidémiologie dans une parcelle et à la fois obtenir finalement une bonne image de la clonalité ou pas de l'épidémie, ce qui demande quand même beaucoup de travail. Cependant, mon sentiment sur la question, ayant moi-même travaillé sur ça et puis lu pas mal d'articles, c'est que ce qui se passe, c'est que les épidémies qui sont plus fortes sont probablement dues à une initiation de beaucoup de primaires, quoi. C'est-à-dire, en gros, on allume le feu un peu partout dans la parcelle avec plein de germination de hauts spores et s'ensuit finalement une épidémie clonale, mais plus locale. Et c'est ça qui fait les épidémies fortes de mildiou. Et rarement, alors dans certains cas, on a observé des fortes épidémies clonales. Et il n'est pas dit que peut-être un génotype puisse pas, à un moment donné, plus tard en saison, reprendre le pas et faire une épidémie importante sur une parcelle. Mais ce qu'on observe, c'est que c'est pas la règle, quoi. Voilà. C'est plutôt pas commun.
Et donc, il y a un test à faire entre finalement clonalité et intensité des épidémies. Bon, j'ai quelques données là-dessus qui montrent qu'il y aura peut-être un lien, mais ce n'est pas des données importantes. Bonjour, Emma Fulchin, Vitinov. Moi, je reviens au côté un peu plus pratique et c'est un peu la suite des questions précédentes. Pourquoi le choix de défolier sur pied plutôt que d'essayer de, je sais pas, de ramasser ou d'aspirer les feuilles à l'automne après qu'elles soient tombées? C'est une bonne question. Je n'ai pas de réponse. En fait, on est parti de l'idée que c'était plus facile de les collecter sur le plan de palissage. C'est pas forcément évident. Et effectivement, peut-être qu'il faudrait tester une deuxième modalité dans ce sens-là. Laurent, complément de réponse. Effectivement, c'est le choix qui a été pris. Alors c'est vrai qu'en plus, il y a des... Selon comment le sol est entretenu, etc., ça va être plus ou moins compliqué de les ramasser au sol. Donc c'est un peu pour ça qu'on est parti sur cette idée-là. Après, les résultats du projet qui vont être obtenus valent pour l'élimination des feuilles. Donc on les ramasse un peu sur le plan, où, voilà, ça sera pareil. Mais effectivement, sur la méthode, mais on peut envisager tout à fait qu'après, en termes de machinisme, on trouve des machines qui permettent de ramasser les feuilles, etc. Donc c'est pas du tout exclu, quoi. Corinne Vacher de l'INRAE. Donc j'avais des questions sur les hormones qui pourraient être éventuellement utilisées donc pour créer de la confusion sexuelle et rompre le cycle sexué. Est-ce que ces hormones, on sait les synthétiser et sous quelle forme? Est-ce qu'il faudra ensuite les appliquer? À quel moment pour qu'elles restent stables dans l'environnement et qu'elles aient un effet? C'est l'objet du travail, mais pour l'instant, dans le PPR, ce qu'on fait, c'est juste y réfléchir, parce qu'avant de se lancer, c'est quand même des trucs assez lourds. Bon, d'abord, il faut savoir que pour identifier les hormones dans le mildiou de la pomme de terre, ils ont produit des litres de milieux contenant ces hormones, ce qu'on n'est pas vraiment capable de faire dans le cas du mildiou de la vigne, qui est un biotrophe obligatoire qui pousse que sur la plante. On est vraiment limité par rapport à ça. Donc pour la détection, il y a des problèmes de quantité. Mais en même temps, les méthodes de biochimie ont quand même vachement évolué. On espère, notamment en lien avec les œnologues de l'université, d'arriver à détecter ce type de molécules ou des molécules approchantes dans les milieux. Bon. Après, ceci étant dit, est-ce qu'on peut en fait les isoler en quantité? Non. Les synthétiser, c'est possible. Donc on discute avec les chimistes. A priori, c'est de l'ordre d'un stage de master. C'est peut-être faisable. Donc on aura les moyens, en tous les cas, d'essayer une fois qu'on aura détecté la molécule. Et après, comment l'utiliser? Alors là, je vous laisse réfléchir. Il y a des pistes, on a des idées, mais sans l'avoir fait, je pense que c'est pas trop la peine d'en parler. Mais on pourrait imaginer saturer le milieu, comme on fait, ou bien induire trop tôt la reproduction sexuée, par exemple, pour tromper les organismes. Et après, quant à la faisabilité au vignoble d'une telle technique basée sur des hormones, là, il y a toutes les questions d'écotox que je ne peux pas aborder ici. Je ne suis pas un expert, mais qui risquent de poser problème quand même. On a le temps pour une toute petite dernière question. On en a une à Beaune. Non, Montpellier-Beaune, c'est bon pour vous? À Beaune, on en a une dernière. Une petite à Beaune. Allez, la dernière pour Beaune. Merci beaucoup. Rebonjour, Jean Dufouleur, œnologue. Merci pour vos travaux sur donc l'impact de retirer les feuilles qui pourra être effectivement très prometteur. Est-ce que vous pouvez m'indiquer si éventuellement dans le dispositif expérimental, et sans vouloir trop le complexifier, est-ce que vous pouvez me dire si vous avez également inclus d'étudier de façon vraiment concomitante l'influence que cette pratique de la défoliation pourrait avoir sur la qualité de la mise en réserve, dont on sait qu'elle est absolument primordiale pour lutter contre d'autres choses. Merci. Merci pour votre question. Je repasse donc la parole à mes deux collègues, Laurent Delière et Marc Rénal. Oui, donc comme l'a dit Laurent tout à l'heure, on a un dispositif qui est en place, oui, pour vérifier ce point-là, en fonction donc de la date de défoliation, avec des modalités où on démarre la défoliation juste après vendange et la dernière étant juste avant la chute des feuilles.
Donc on a des dates systématiques. Donc là, c'est la deuxième année que la défoliation est faite. Et on a prévu une modalité tournante aussi, où on pourrait envisager que la défoliation, si on doit le faire sur toute une exploitation, ça va prendre du temps. Donc on pourrait faire tourner cette date de défoliation pour ne pas trop impacter 2 ou 3 années de suite les mêmes parcelles. Voilà. Donc l'étude est en cours aussi là-dessus, elle vient de démarrer.